à tous, bienvenue dans l'émission Ça nous intéresse. Au cours de la dernière décennie, le cinéma chinois a réalisé des avancées impressionnantes, se diversifiant tant dans le domaine des films commerciaux que des films d'auteur, tout en enregistrant des résultats exceptionnels au box-office. Quelles sont les nouvelles tendances et caractéristiques qui émergent au sein de l'industrie cinématographique chinoise? Quel potentiel recèle le marché du cinéma chinois? Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'en discuter avec trois invités. Madame Liang Ying, productrice chinoise, elle a produit des films tels que Séjour dans les monts Fuchun, film de clôture de la semaine de la critique à Cannes en 2019 et Only the River Flows, présenté dans la section Un certain regard du Festival de Cannes en 2023. Bonjour. Bonjour. Et Monsieur Clément Magard, directeur général de Fortissimo Films. Bonjour. Bonjour Sully, bonjour à tous. Et Monsieur Venon Pierre-Yvon, étudiant congolais à l'Institut de technologie Tarbing à Shenzhen. Bonjour. Bonjour à tous. Bienvenue à tous les trois. Ces dernières années, les films chinois ont continué à explorer, à innover en termes d'expression visuelle, non seulement dans la diversité des sujets abordés, mais aussi en matière de technique, de maîtrise technique. Nous avons également été témoins d'une véritable explosion des recettes au box-office, avec de nombreux films qui ont eu un impact très fort auprès du public. Alors, pour nos trois invités, quels ont été les films qui vous ont le plus impressionné? Madame Liang. Oui. Ces dernières années, les films chinois qui m'ont impressionné sont principalement ceux qui traitent de la condition des femmes. Donc, j'imagine que vous connaissez le film YOLO, le deuxième long métrage de la réalisatrice Jia Ling. Donc, Jia, elle est d'abord connue comme comédienne dans des cinémas comiques et notamment dans des sketchs à la télévision. Elle a réalisé son premier film, Raimon, qui a généré 5,4 milliards de yuans au box-office. Et YOLO a généré 3,4 milliards. Donc, en seulement deux films, Jia est devenue la deuxième réalisatrice la plus rentable au monde. Donc, ce qui me plaît dans son film YOLO, c'est cette combinaison excellente de la nature divertissante d'un film de grand public et aussi à la quête d'une femme qui cherche de redéfinir la victoire. Donc, dans ces films, souvent, on voit une connexion directement avec la réalisatrice elle-même, c'est-à-dire ses expériences personnelles et aussi son corps et voir son parcours de comédienne à réalisatrice à grand succès. Et l'autre film que j'aime beaucoup et qui m'a profondément touchée s'appelle Carefree Days. Réalisé par le réalisateur chinois Liang Ming. Le film a été en ouverture de la compétition des jeunes réalisateurs au Festival de Saint-Sébastien. Il s'agit d'une adaptation d'un roman écrit par un écrivain chinois, Pan Yu. Il suit la vie d'une jeune fille, Ling Ling, qui souffre d'urémie et traite avec une tendresse son parcours après qu'elle soit malade. Et aussi, il explore avec une grande humanité la maladie imprévisible et le corps d'une jeune femme de manière réaliste, mais aussi avec un sens d'humour subtil. Monsieur Macquart, vous avez vu les films que Madame Liang a mentionnés? Non, malheureusement. Mais le réalisateur Liang Ming, j'ai vu son premier film et vu qu'il n'est pas encore sorti en salle, j'ai hâte de voir le deuxième film parce que j'avais vu le premier film que j'avais beaucoup aimé aussi. Comme Liang Ming décrit, il y a beaucoup de tendresse, d'humour subtil
et de séquences de vie qui sont tournées à l'époque, son premier film, dans le nord de la Chine, mais je me sentais moi-même dans des séquences que j'ai déjà vécues, donc j'ai hâte de voir son second film. Donc, quels ont été les films que vous avez adorés? Alors, les deux premiers films qui me viennent en tête, c'est un peu subjectif, mais c'est les deux films sur lesquels j'ai travaillé pendant 2 ans. C'est peut-être aussi parce que je les ai vus énormément de fois, mais de manière objective, vraiment, ils m'ont impressionné et je les aime beaucoup. Le premier film, on en avait parlé il y a un an, c'est le film d'animation Deep Sea. Euh, c'est c'est un énorme budget pour une animation en 3D. Et en même temps, ce qui est fou, c'est que le réalisateur, a priori, pour un budget pareil, il a des obligations commerciales et une narrative commerciale. Mais là, il y a mis beaucoup de choses personnelles. Donc le film ressemble plus à un rêve, c'est-à-dire qu'il n'est pas linéaire. Vous savez, dans un rêve, parfois les séquences se répètent. On voit des choses qu'on a déjà vues. Donc c'est un peu, c'était un pari pas évident pour le public, le grand public. En l'occurrence, les recettes n'étaient pas à la hauteur de ce qu'ils imaginaient parce que c'est un énorme budget. Mais moi, je le trouve, le film, c'est un mélange de fantaisie, de rêve, poétique, mais c'est aussi très romantique. Et le deuxième film, c'est le film sur lequel j'ai travaillé aussi pendant 6 mois. C'est un film aussi de fantasy, action, qui a fait sa première au Festival de Toronto. Il s'appelle Escape from the 21st Century. Désolé, il n'y a pas de nom français encore. C'est aussi incroyable parce que, pareil, c'est un budget important, donc une obligation de box-office important, mais avec une liberté d'expression, de réalisation, d'éléments visuels qui vont dans tous les sens. Pareil, là, le mot impressionnant va bien pour ce film. C'est vraiment impressionnant. Euh, c'est vraiment une proposition artistique parce qu'il mélange énormément de choses visuelles différentes. Donc voilà, c'est les deux films qui me viennent en tête au cours des 2 dernières années. Et pour vous, Monsieur Pierre-Yvon, est-ce que vous allez souvent au cinéma en Chine? Et quels ont été les films que vous avez adorés? Je dirais le film Wandering Earth. J'ai vraiment aimé ce film parce que dans ce film, c'est en fait des nations qui essaient de s'unir pour essayer de sauver la planète qui est menacée par l'extinction du système solaire. Et dans ce film, j'ai vraiment apprécié la manière dont les gens travaillaient ensemble pour essayer de trouver des solutions afin de faire face à ce problème-là. Et j'ai vraiment apprécié l'état d'esprit qui était véhiculé dans ce film parce que on peut voir que quand nous sommes livrés à une situation, nous sommes capables de travailler ensemble pour essayer de trouver des solutions. Et il y a aussi le film Détective Chinatown, qui est un ensemble en fait d'humour, d'action, qui illustre en fait deux cousins qui essaient de résoudre des énigmes en essayant de résoudre des affaires de meurtre dans les différentes villes. Ils ont commencé à Hong Kong, ils sont allés aussi à New York et puis à Tokyo. Et il y a eu en fait trois films, le premier, le second et puis le troisième. Ce sont les films qui m'ont vraiment ému. J'ai vraiment aimé la manière dont ces films ont été réalisés. Vous avez mentionné différents types de films. Au cours des 10 dernières années, l'industrie cinématographique chinoise a connu de grands changements. Madame Liang, pour vous, quelles sont les tendances émergentes dans le développement de l'industrie cinématographique chinoise? Pour moi, d'abord, je suis aussi une spectatrice moi-même. D'abord, je trouve que les films chinois, les gros films, sont de plus en plus longs. Et visiblement, je trouve de plus en plus de gros films chinois aux effets spéciaux s'en sortent de mieux en mieux. Et non seulement en termes de la finesse technique, mais aussi sur le plan esthétique. Ce n'est pas simplement une évolution technologique. Et il y a 10 ans, quand on regarde sur les génériques de fin des gros films chinois, on voit plein de noms en anglais ou des noms des techniciens coréens. Mais aujourd'hui, ce sont majoritairement des noms chinois qui apparaissent dans les génériques de fin. Et à la fois, on témoigne du progrès dans l'art cinématographique. La technologie, pour moi, ne doit pas seulement tromper l'œil, mais aussi il doit accomplir une certaine vision esthétique, ce qui a été plutôt bien réalisé dans les films récents.
Et outre la progression de la technologie, j'observe également une grande diversité dans les sujets des films. Et comme mentionné plus tôt, les films féministes ou les films qui traitent de la condition des femmes, ils ont connu un grand succès, notamment en termes de recettes. Et cela prouve qu'il est important de raconter les histoires des femmes parce qu'elles représentent la moitié de la population déjà. Et si j'insiste sur les chiffres de box-office, c'est parce qu'ils touchent une plus grande échelle de population et de spectateurs pour moi. Donc, en général, en tout cas, je suis plutôt favorable à la progression technique et à la diversité. Et pour moi, la prochaine étape est d'aller vers un marché plus segmenté et qui permettrait à des films de différentes tailles et de types de trouver leur rentabilité. Et pour vous, Monsieur Macquart, quelles sont les principales caractéristiques des films chinois d'aujourd'hui? Alors, première chose sur le marché, pas sur les films, mais depuis plusieurs années, ce qu'on voit, c'est l'importance du cinéma local au box-office en Chine. Les films étrangers, notamment américains, ont moins de spectateurs. Peut-être c'est lié à une nouvelle génération plus jeune en Chine. Donc on voit que depuis, je sais pas, 4-5 ans, les films chinois, les films locaux attirent beaucoup le public chinois et les grosses IP américaines marchent moins. Les séquelles qui marchaient très bien à l'époque, il y a 10 ans, aujourd'hui, donc c'est une chance peut-être pour le cinéma et les producteurs chinois d'avoir une proximité avec le public très forte. Liang Yi a parlé de YOLO, Venons à parler de Détective Chinatown, tout ça c'est des énormes succès au box-office chinois et c'est des films chinois. Donc c'est une opportunité pour les films chinois d'avoir cette position. Et la deuxième chose, je crois qu'on en parle plus tard, c'est que le genre fantastique, en ce moment, on est dans la vague Neja 2, c'est une animation fantastique. Venons à parler de Wandering Earth. Pendant le Nouvel An chinois est sorti Creation of the Gods. Donc le genre fantastique en Chine fonctionne plutôt bien. Donc il y a énormément, et le style fantastique chinois lié aux mythologies chinoises est quelque chose. La Chine a énormément de mythologie, donc énormément aussi de ressources pour aller dans ce sens de la science-fiction, mythologie et fantastique. Donc voilà, c'est une tendance que j'observe. Les gens ont souvent l'habitude de regarder les critiques avant d'aller voir les films. Si les retours sont positifs, ils vont généralement aller les voir en salle. Donc la croissance continue des recettes au box-office indique en quelque sorte que les films répondent aujourd'hui de plus en plus au goût du public. Madame Liang, pour vous, est-ce que les goûts du public chinois ont beaucoup évolué et comment ils ont évolué au fil des années? D'abord, en Chine, nous avons des spectateurs très jeunes par rapport à la France et à l'Europe. Et ces générations grandissent dans un environnement de cinéma international et tout en étant bombardées par les vidéos courtes sur les réseaux sociaux. En tout cas, je pense qu'ils ont un fort désir de contenu de qualité et notamment des histoires qui résonnent avec leur vie en tant que jeunes dans la société moderne ou qui sont en lien avec leur anxiété collective. Et ça, c'est une chose. Et d'autres films qui rencontrent un grand succès dont Clément parle. C'est-à-dire, ce sont des films qui les font rêver. Car déjà, le cinéma est un créateur de rêves. Il permet aux spectateurs de s'évader et de vivre dans des mondes imaginaires. Il m'est très difficile de parler au nom de tous les spectateurs chinois, mais personnellement, pour moi, je m'intéresse davantage aux films plus personnels, voire intimes, mais qui portent une véritable vision et de grande idée. Monsieur Pierre-Yvon, pour vous, qu'est-ce qui fait un bon film ? Je pense que tout part de bord de l'histoire qui est, comment dirais-je, racontée dans ce film.
et ce qui attire le plus les gens. Et si l'histoire elle est intéressante, je pense que on peut dire que c'est déjà un critère qui décrit en fait un bon film. Et après, il y a aussi les scénarios, les actions qui sont mises en scène. Je pense que c'est ce qui fait l'ensemble d'un bon film. Maintenant, après, nous avons des goûts divergents. Et donc, pour ma part, j'aime bien les films qui mélangent l'humour et puis l'action. Et après, il y a d'autres personnes qui préfèrent, par exemple, les films de romance, les films qui racontent beaucoup plus les histoires mythologiques. Donc, les goûts, en fait, sont partagés. C'est ce que je peux dire par rapport à cette question. C'est vrai que ces dernières années, la présence des films chinois sur la scène internationale a considérablement augmenté. Monsieur Macquart, d'après vos observations, quel genre de film chinois suscite le plus d'intérêt auprès du public français? Pareil, c'est comme la réponse de Liang sur les spectateurs chinois, les spectateurs internationaux. C'est toujours difficile de dire ce qui marche le mieux parce que il y a énormément de pays, d'audiences différentes. Ce que je peux dire rapidement en 3 points. La première chose, c'est qu'effectivement, les gros films chinois euh, sortent d'une manière plus importante dans les pays de la diaspora chinoise, donc aux États-Unis, en Australie, en Angleterre. Ces gros films genre Wandering Earth, Detective Chinatown. Maintenant, il y a des sociétés qui vraiment se spécialisent dans la sortie de films chinois dans ces pays, et c'est des pays importants avec une grosse population. Donc, emmenés par la diaspora chinoise, mais aussi qui fait venir des, des spectateurs locaux. Donc ça, c'est un type de film chinois qui s'exporte. Ceux qui les succès du box-office en Chine s'exportent directement vers la diaspora chinoise. Au-delà de ces films-là, les films fantastiques, comme j'ai parlé, Creation of the Gods et puis Deep Sea sont sortis en France avec des très beaux résultats l'année dernière. Les films qui sont primés à Cannes, forcément ça fait 20 ans que effectivement c'est le public étranger est sensible aux films récompensés à Cannes, Venise, dans les grands festivals. Mes parents m'ont dit qu'ils ont beaucoup aimé et que la presse française est très positive sur le film de Tia Junke. Et finalement, sur les films, moi, je travaille avec les distributeurs étrangers et ils sont ouverts à tous les genres, que ce soit l'animation chinoise, le fantastique, la science-fiction, mais aussi l'action, l'humour. Bien entendu, les comédies, ça, c'est toujours un peu plus compliqué. Mais pour le reste, ils sont ouverts à tout. Après, dans les faits, je crois que les films à grand budget, les films spectaculaires, s'exportent plus facilement. Et pour le public africain, Monsieur Pierre-Yvon, quelles sont ses préférences cinématographiques de manière générale? En Afrique, en fait, nous avons un public assez diversifié vu la taille. Il y a 54 pays en Afrique, donc des préférences un peu différentes. Mais je dirais en général, les Africains aiment bien les films d'action, ce qui a fait que, par exemple, les films d'arts martiaux, dans le passé, ont vraiment marché en Afrique, tels qu'avec les acteurs Jackie Chan, Jet Li, Donnie Yen, les films comme Ip Man, Charlie Soccer, ce sont des films qui ont vraiment marché en Afrique. Et aujourd'hui, je pense que les choses évoluent parce que les jeunes, par exemple, sont plus attirés par des films d'animation, tels que Neja. C'est un film qui a beaucoup marché et ce sont des films qui attirent beaucoup plus les jeunes. Et les personnes âgées, je pense qu'ils sont beaucoup plus de la vieille école et ils aiment beaucoup plus les films d'action, d'arts martiaux parce que il y a moins d'animation comme dans les films qui sont, par exemple, produits aujourd'hui. Et c'est ce que je peux dire par rapport au public africain. Et quand je parle souvent avec des amis qui sont au pays, ils me demandent est-ce que tu as déjà suivi ce film? C'est parce qu'ils se disent qu'avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, il y a plus des films qui sont on crée de l'animation et ça fait que beaucoup les jeunes aiment ça, surtout les jeunes à partir de, je peux dire, de 18 à 25 ans, ils sont beaucoup plus attirés par ce genre de film et ça marche bien. Ça marche bien, ça touche beaucoup le public africain. Et Madame Liang, les films que vous avez produits, Séjour dans les monts Fuchun et Only the River Flows, sont d'une grosse réputation en France. Pour vous, aujourd'hui, alors que la concurrence sur le marché mondial du cinéma devient de plus en plus féroce, comment les films chinois peuvent se démarquer sur le marché international? Je pense que je reprends un peu ce que Clément a dit aussi, c'est qu'il faut distinguer deux types de films dans cette discussion.
Donc, il y a les films de grand public, les films aux effets spéciaux, mais il y a aussi les films d'art et essai. Et pour ces derniers, je crois qu'il existe des canaux de distribution et d'exploitation établis depuis des années 90. Il y a déjà des distributeurs, des exploitants et des marchés de niche qui suivent certains réalisateurs ou bien des films chinois qui ont été sélectionnés dans des festivals internationaux importants. Donc, ces films sont principalement contemporains, traitant des sujets sociaux ou représentent un certain visuel plus audacieux. Et cependant, l'exploitation de grands films commerciaux chinois à l'international reste encore relativement nouvelle. Et aujourd'hui, les spectateurs dans les grandes villes comme Paris, New York ou Londres, ils sont lassés à voir les blockbusters chinois quasiment en même temps que nous. Pour moi, l'avantage de la Chine réside dans sa longue histoire, son patrimoine littéraire, sa mythologie et ses légendes infinies à exploiter. Le cinéma chinois, du coup, devrait tirer parti de ces histoires, légendes et ressources culturelles riches, ainsi que ces arts traditionnels uniques, et tout en adoptant une narration universelle pour toucher les publics internationaux. Monsieur Macquart, le film que vous avez mentionné, Deep Sea, le film d'animation chinois, a été sorti en 2024 en France et a été très bien accueilli par le public. Que pensez-vous du potentiel de développement des films d'animation sur le marché international? Deep Sea, pour moi, c'était une première expérience de travail dans l'animation et j'ai eu beaucoup de chance parce que quel film. Et j'ai eu la chance de travailler avec le producteur du film qui m'a parlé de l'animation. Et donc, en fait, la Chine a une position concurrentielle assez importante pour l'animation, notamment en 3D. Quand je dis 3D, c'est pas forcément avec les lunettes, c'est en 3 dimensions, vous savez, comme Pixar ou donc les États-Unis et la Chine sont très en avance sur l'animation en 3D parce que c'est très cher à développer un film d'animation et il y a peu de marchés au monde qui ont une taille nécessaire suffisante pour dépenser autant d'argent dans un film. Donc la Chine, de ce point de vue-là, au niveau international, a les moyens d'être dans les plus gros producteurs de films d'animation, notamment en 3D. Et par exemple, le Japon, qui est très fort, comme on sait, le studio Ghibli, etc., en animation 2D, eux, non seulement ils sont très forts en 2D, mais leur public ne regarde que de la 2D, c'est-à-dire que Deep Sea, il est sorti dans le monde entier, mais pas au Japon. Donc il y a des goûts différents, et notamment en France, on est très fort aussi pour l'animation en 2D. On a le festival d'Annecy, on a beaucoup de films d'animation aussi qui sont allés dans les grands festivals à Cannes, etc. Mais sur la 3D, notamment Nudger numéro 2, c'est de l'animation en 3D, c'est-à-dire en effets spéciaux, sur ordinateur, moins en dessin. Deep Sea, c'était en 3D aussi, avec une technique sur laquelle ils ont passé 7 ans à développer. Donc, de ce point de vue-là, l'animation a une grosse place pour développer son animation, notamment en 3D. Donc, voilà, j'espère qu'il y aura beaucoup de films. C'est des films qui font d'animation, ça fait rêver, on parlait de ça. C'est des films qui nous font entrer dans des univers qui sont en général pas très réalistes, enfin, mais qui permettent aux spectateurs de voyager, de rêver. Donc, c'est, je pense, un genre qui, effectivement, a du potentiel. Au-delà de son statut de 7e art, le cinéma est aussi un puissant médium culturel. Monsieur Pierre-Yvon, que pensez-vous du rôle joué par le cinéma dans les échanges culturels? Je pense que le cinéma joue un rôle central dans les échanges en tant que vecteur de transition des valeurs, des traditions et des identités d'un État à un autre. En fait, je peux dire qu'il permet de créer un pont culturel entre les nations en favorisant en fait la communication et comment dirais-je, un ensemble en fait, de la manière dont nous pouvons échanger nos cultures en travaillant ensemble. Et le cinéma joue un rôle important parce que ça permet aussi de montrer aux autres la manière dont vous vivez dans votre société, parce que le cinéma, en fait, la culture reflète la société dans laquelle vous vivez.
Et grâce au cinéma, vous pouvez aussi en fait exposer cela et montrer aux autres comment ce que nous vivons dans notre pays et pour que les autres aussi soient intéressés par ce que vous faites. Et c'est quelque chose de très capital de travailler ensemble pour pouvoir échanger en fait la culture. Et Madame Liang, vous participez régulièrement à des festivals internationaux de films et vous travaillez aussi pour la promotion des films chinois à l'étranger, mais aussi la promotion des films étrangers en Chine. Vous avez beaucoup d'expérience dans les échanges dans le secteur cinématographique. Que pensez-vous du rôle joué par le cinéma dans les échanges, mais aussi, d'après vous, comment faire dans le futur pour promouvoir d'une manière plus efficace les échanges dans ce domaine? Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, quand j'étais enfant, le cinéma était toujours une fenêtre sur le monde. Donc, grâce au cinéma, j'ai d'abord découvert des grandes villes différentes comme Hong Kong, Paris, New York, Tokyo. Et puis, j'ai compris dans les cinémas que bien que la mode de vie diffère d'un pays à l'autre, la nature humaine est universelle. Donc, le cinéma joue un rôle important dans le dialogue interculturel, sans avoir besoin de discours explicites. Il permet aux spectateurs de dialoguer à travers les grands écrans. Et la deuxième question n'est pas une question facile à répondre. Et actuellement, les échanges entre le cinéma français et chinois, par exemple, sont loin d'être suffisants pour moi. Et il est très difficile de dépendre entièrement du marché libre qui est à la recherche du profit totalement. Donc, il faut, pour moi, le soutenir par les institutions, par les fonds publics ou de l'industrie en tant qu'un organisme d'ensemble. Donc, il faut que les institutions ou les organismes publics y mettent un pied dessus. Donc, cela peut se faire en organisant des festivals de films, des panoramas, des forums pour promouvoir le cinéma ou en utilisant carrément des plateformes de streaming et les réseaux sociaux pour former et sensibiliser les jeunes spectateurs. Et il est aussi très important d'accorder davantage de soutien à l'importation des films pour encourager les distributeurs, les acheteurs et les exploitants. Et pour moi, l'essentiel est déjà de renforcer la présence de ces films en question et puis aussi de sensibiliser les publics différents. Et Monsieur Macquart, que pensez-vous des tendances en matière de coopération internationale pour le cinéma chinois? Je trouve que la coopération internationale est très ralentie depuis plusieurs années entre la Chine et le reste du monde dans le domaine du cinéma. Bon, il y a eu une épidémie, mais même avant l'épidémie, il y a eu, il y a 10 ans, il y a un très gros intérêt des sociétés européennes, américaines de venir en Chine. Ça a marché pour certaines, pas pour d'autres. Donc, depuis quelques années, c'est un peu en baisse. On voit aussi que l'attraction des films étrangers pour le jeune public chinois est en baisse. Bon, ce qui donne une opportunité pour les films chinois, donc de manière passagère, c'est peut-être bien aussi. Je pense que la Chine, en ce moment, après l'épidémie, pas seulement sur le cinéma, mais dans tous les domaines, est dans une phase d'ouverture. Donc, je pense que après plusieurs années plutôt en baisse, je pense qu'il y a des signes pour redémarrer un petit peu l'importation de films étrangers, l'exportation de films chinois, les remakes, la coproduction. Bon, la coproduction, c'est très difficile, mais voilà, je pense, si le marché se porte bien, les producteurs et les acteurs de cette industrie auront envie de nouveau de travailler, je pense, avec la Chine. Et voilà. Je vous remercie d'avoir participé à cette émission et d'avoir partagé vos points de vue. Merci à vous. Merci. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine.